Guerre déclarée entre deux amantes à la fin août, Adriana revint de la Martinique, débordante de bonheur. Son père qui avait été affecté par un douloureux accès de malaria aux effets délirants s'était rétabli, au bout d'une semaine, de par les vertus curatives d'un traitement exotique. Elle l'avait laissé à Fort-de-France bien remis sur pied et reprenant la gestion de ses affaires, une entreprise d'exportation de fruits et de manutention sur le port. Elle en avait profité pour puiser dans le stock plein de fruits du pays. Il y avait dans ces cartons des bananes fraîcinettes, petites et très sucrées, de douces pommes cannelle, de savoureuses mangues, des corossoles à la chair suave mais légèrement acidulée utilisées en cuisine, tout comme les gros fruits à pain substituables à la pomme de terre et des prunes de Cythère récoltées pour leur délicieux jus. Mais son trésor de guerre fut surtout les précieuses robes et autres armes de séduction féminine qu'elle avait ramenées de sa campagne américaine. Le succès personnel qu'elle en avait obtenu semblait lui ouvrir de bonnes perspectives dans le mannequinat. Des propositions contractuelles lui avaient été faites dans la capitale de la mode, avant même qu'elle ne revînt à Paris. La jeune et belle Martiniquaise avait hâte de partager ses succès, son bonheur et ses projets avec son bien-aimé qu'il avait perdu de vue depuis un mois franc. Mademba était fébrilement dans les mêmes dispositions. Leurs retrouvailles furent très expansives et amoureusement ardentes. Ils se comportèrent l'un envers l'autre, comme si cette première séparation avait duré une éternité. Ils se promirent de ne plus jamais rester autant de temps éloignés l'un de l'autre. Adriana avait cependant remarqué un vague changement dans le comportement de son ami. Il lui arrivait, en effet, de paraître absent, comme s'il était dans une bulle, l'esprit ailleurs. Quand elle l'interrogeait, ses réponses étaient toujours les mêmes. Lui aussi était en manque de sa mère qu'il avait quittée voilà bientôt 5 ans, et dont il n'avait pas eu de nouvelles depuis des mois. Il regrettait même de n'être pas parti en vacances au Sénégal, comme ses autres amis de Belleville et de Lucien Paet, quand elle était ailleurs. Il lui dit également qu'il réfléchissait de plus en plus sérieusement sur leur futur, sur où et comment ils devraient construire leur vie à deux. Tout cela était véridique. Mais ce qui perturbait réellement Mademba était la tournure équivoque qu'avaient prise ses relations avec Coralie. Il s'était promis de ne rien cacher à Adriana. Mais il ne se sentait ni le courage ni la force d'avouer sa troublante incartade de la fête du 15 août. Dans une ambiance de franche rigolade, ses amis sénégalais à qui il s'en était ouvert, à leur retour du pays, l'avaient chambré sur ses hauts faits de séducteur. Il avait épinglé à son tableau de chasse, en plus d'une des plus belles nymphes noires de Paris, la séduisante et riche patronne de La Gazette. Certains lui faisaient remarquer que, maintenant que Coralie était passée à la casserole et qu'elle s'accrochait à lui, il n'avait désormais plus de soucis à se faire pour son avenir. Il n'avait plus qu'à claquer des doigts, pour obtenir tout ce qu'il voulait, à son journal comme ailleurs. Une femme, blanche et riche. Que pouvait-il demander de plus? Une blanche, tonnerre de Dieu. Ces commentaires, tout à la fois moqueurs et envieux, amenèrent Mademba à se dire que certains complexes avaient la peau dure, ainsi que l'évoquait Frantz Fanon, une vingtaine d'années plus tôt, dans Peau noire, masque blanc. Ce passage du livre de l'Antillais lui revint en mémoire. Historiquement, nous savons que le nègre coupable d'avoir couché avec une blanche est castré. Le nègre qui a possédé une blanche est fait tabou par ses congénères. Nous entretenant récemment avec quelques Antillais, nous apprîmes que le souci le plus constant de ceux qui arrivaient en France était de coucher avec une blanche. À peine au Havre, ils se dirigent vers les maisons closes. Une fois accompli ce rite d'initiation à l'authentique virilité, ils prennent le train pour Paris. Mademba n'entendait point entrer dans les habits de gigolo de blanche, dans lesquels ses amis le voyaient déjà engoncé. Il ne leur en tint absolument pas rigueur. Avec philosophie, il fit sienne cette sentence qu'André Malraux fit dire à un des protagonistes de L'espoir, l'amitié, ce n'est pas être avec ses amis quand ils ont raison, c'est être avec eux-mêmes quand ils ont tort. Ses origines, son éducation et ses valeurs intrinsèques ne l'autorisaient pas à se laisser entretenir par une femme, de surcroît plus âgée que lui de 25 ans. Mais il ne s'expliquait toujours pas ce qui s'était passé entre eux.
Il reconnaissait quand même une bien étrange attirance réciproque, sans doute plus forte du côté de Coralie que du sien. Ses amis lui avaient unanimement conseillé de ne piper mot à Adriana de son aventure avec Coralie. Il cherchait à l'en dissuader, connaissant le farouche tempérament, le caractère possessif et impulsif de la jeune Martiniquaise. Il la savait capable de tous les excès, par jalousie. Elle devait avoir cela dans le sang et nul n'y pouvait rien. Mais encore, lui avait-on rappelé, en tant que musulman, il n'avait pas de mauvaise conscience à se faire. Célibataire et en âge de se marier, il avait le devoir et le droit chercher chaussures à son pied, jusqu'à 4 femmes, si telle était sa volonté et s'il en avait les moyens. Et la différence d'âge avec l'une ou l'autre importerait peu. La première compagne et épouse du prophète n'était-elle pas son aînée de plusieurs années? Cela faisait près d'un mois que Mademba n'avait pas remis les pieds à la Gazette. Il lui restait encore une quinzaine de jours de vacances avant que ses congés ne se terminassent. Mais depuis leur retour d'Alizay, il ne passait pas une journée sans que Coralie ne l'appelât au téléphone, pour lui demander de revenir reprendre le travail, parce qu'elle avait plus que besoin de sa présence à ses côtés. Elle lui avait même proposé de venir aménager chez elle, dans son immense appartement de la Défense, ne pouvant plus vivre sans lui. Le jeune Sénégalais commençait à avoir franchement peur de la tournure que prenait le cours de sa vie. Une après-midi, c'était une semaine après le retour d'Adriana à Paris, il prit son courage à deux mains. Il appela Coralie et lui annonça abruptement qu'au terme de son congé, il allait déposer sur son bureau un préavis de démission. Il lui expliqua qu'il comptait rentrer définitivement au Sénégal dans les meilleurs délais, retrouver ses parents, trouver du travail, aider sa vieille mère, faire sa vie. La patronne de la Gazette n'en revenait pas. Abasourdie par ce qu'elle venait d'entendre, elle se mit à bégayer. Mais, qu'est-ce que tu vas aller chercher en Afrique, alors que tu peux tout avoir ici en France, avec moi, et satisfaire les tiens? Je le sais, mais je veux retourner dans mon pays, y faire valoir tout ce que j'ai appris ici, pour autant que cela puisse aider à sa reconstruction. Je ne veux pas te perdre une seconde fois, mais Coralie, tu ne m'as jamais eu pour me perdre une nouvelle fois. Je veux dire que je veux que tu restes ici, pour toujours, pour moi. Coralie, mon destin est là-bas au Sénégal, comme ton dessein continuera de se réaliser ici en France. Je t'apprécie très sincèrement, mais nous ne pouvons ramer à contre-courant du cours naturel de nos deux vies. Je ne puis accepter que tu me quittes. Je mourrais, sans toi. Écoute Coralie, tu sais depuis longtemps que c'est avec Adriana que j'ai choisi de faire ma vie. Nous avons certes pu être très proches, comme poussés l'un vers l'autre. Mais nous devons ramener cette relation derrière le seuil de l'estime et de l'amitié qu'elle n'aurait jamais dû franchir. Nous nous sommes égarés à Alizay. Non, tu te trompes, il devait en être ainsi, et il continuera d'en être ainsi. C'est notre destin. Maintenant que te revoilà, tout à moi, jamais plus tu ne me quitteras, jamais plus, jamais plus. Mademba frissonna. Il avait l'impression que Coralie délirait au bout du fil, comme si elle s'adressait à une toute autre personne. Il la laissa longuement parler, et raccrocha avec tact, pour ne pas la heurter outre mesure. Il prit la ferme résolution d'envoyer, sans plus attendre, dès le lendemain, sa lettre de préavis de démission à la Gazette par lettre recommandée. Il décida également de parler, à cœur ouvert avec Adriana, de toute cette histoire, avant que cela ne prît de plus graves proportions. Il se promettait de tout lui dire, mais en occultant tout de même l'épisode intime d'Alizay. Son évocation ne ferait qu'envenimer inutilement la situation qui était déjà fort délicate en soi. Plus tard en début de soirée, Adriana revint des courses qu'elle avait été faire dans Paris, du côté des Galeries Lafayette et de la Samaritaine. Mademba la débarrassa de ses paquets et l'aida à ranger leur contenu. Quelques minutes plus tard, il était à ses côtés pour la préparation du dîner. Il ne lui fit lire sa lettre de démission que sortie de table. Elle fronça les sourcils, toute surprise et étonnée. Mais pourquoi, mon doudou? Aurais-tu trouvé mieux ailleurs qu'à la Gazette? Pas spécialement,
Didi. Mais j'estime devoir quitter le plus tôt possible le journal, car je risque de ne plus m'y sentir à l'aise. Je ne comprends pas. Cela fait plus d'un mois que tu n'y es pas allé. Qu'est-ce qui y a changé, entre-temps, pour que tu ne veuilles plus y retourner? Tu es trop sage, Doudou, pour te laisser aller à un coup de tête, comme ça, sans raison grave. Mademba ne la démentit pas. Il lui dit tout ce qu'elle devait savoir, sur les avances de plus en plus insistantes que lui faisait Coralie, sur la façon intempestive dont elle le harcelait au téléphone, son refus d'accepter qu'il ne pût exister entre eux de relations autres qu'amicales et professionnelles et qu'il ne comptait faire sa vie avec nulle autre femme qu'Adriana. La jeune Martiniquaise entra dans une colère inouïe. Elle pesta violemment contre cette vieille radasse qui cherchait à lui voler son cœur. Je le savais, Doudou, je le savais. J'ai su, dès la première fois que je l'ai vue, que c'est une mangeuse d'hommes, une satanique menthe religieuse, avec ses airs de vieille putain de luxe. Il faudra lui dire que je sais tout et que si elle veut t'avoir, il faudra qu'elle me passe sur le corps. Ce sera elle ou moi. Je te le jure, sur ma très sainte communion. Adriana était hors d'elle, telle une furie. Elle voulut même appeler Coralie, dans la nuit, pour lui cracher crûment ses 4 vérités. Mademba l'en dissuada. Il mit du temps à la calmer. Mardi 1er septembre 1981. Quand Coralie découvrit la lettre de démission de Mademba, dans le parapheur du courrier interne déposé par sa secrétaire sur son bureau, elle eut un soudain haut-le-cœur. Mais elle resta sereine, habituée qu'elle était au coup dur, et surtout à y faire face. Elle était prête pour la bataille, comme si, instinctivement, elle avait senti qu'Adriana lui avait déclaré la guerre. La lettre de démission de Mademba en était l'ultimatum. Elle était convaincue qu'il ne l'aurait pas envoyée à la Gazette, sans le consentement de sa compagne, laquelle devait donc être au fait de leur relation trouble. Coralie fit appeler en urgence Alain Pulvar, le correspondant de la Gazette en Martinique. Elle lui confia la mission d'enquêter exhaustivement et rapidement sur les activités de Martial Gosnave, le père d'Adriana, à Fort-de-France. L'article qu'il commit et qui, le jeudi 3 septembre, tomba directement sur le téléscripteur du secrétariat de la direction du journal fut un brûlot incendiaire. Renseigné ou fortement inspiré par des sources appartenant au cercle relativement fermé des métropolitains évoluant sur l'île, Alain Pulvar accusait Martial d'être un des barons de la mafia locale. Il exercerait un sordide racket sur les flux commerciaux, transitant par le port de Fort-de-France, le poumon économique du département, en se servant de la corporation des dockers sous sa protection syndicale. Il était également décrit comme le redoutable chef du gang des rebelles, des malfrats martiniquais dont la branche métropolitaine était l'auteur de cambriolages de bijouterie et de banques sur elle, Île-de-France. Coralie fit ajouter au bas de l'article du correspondant qu'Adriana Gosnave, la fille de Martial, était la cheftaine de la bande parisienne. Le lendemain vendredi, l'article de Pulvar parut en page 3 de La Gazette, avec un gros titre à la une. Il fut repris à chaud par diverses radios et commenté dans la presse du week-end avec, de toute évidence, la complicité de Coralie Janezet. Profondément meurtrie, Adriana sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Elle vit son avenir se briser après ces fracassantes allégations sur les activités supposées délictuelles de son père et sur sa personne.